Donc le premier point, ça va être celui d'aimer la prépa. C'est le truc le plus important en prépa. C'est ce qui va faire que tu vas aimer voir tes DM, c'est ce qui va faire que tu vas les faire mieux parce que on a plus d'intérêt, donc on a plus une approche positive vis-à-vis des exercices quand on a l'idée en nous qu'on aime les mathématiques. Donc le fait d'aimer les mathématiques va te faire apprendre plus de choses, va te faire aimer le fait d'apprendre plus de choses, va rendre le travail amusant. Ça va pas être un problème pour toi de travailler plus longtemps si tu t'amuses. Enfin, le but, c'est pas de travailler très longtemps, on y reviendra plus tard parce que je pense que la plupart des gens travaillent trop en prépa et on y viendra plus tard. Mais ça va faire que quand tu travailles, ça sera plus productif parce que tu seras pas en train de penser à autre chose, tu seras pas en train de combattre ta flemme, tu seras pas en train de combattre l'envie de quitter ta table et d'arrêter de faire des maths. Donc, ça, ça va juste multiplier ta productivité par 10. Franchement, honnêtement, le fait d'aimer les mathématiques va multiplier ta productivité par 10, que ce soit quand tu travailles ou même en cours. Parce qu'un cours, quand t'aimes pas le cours, ça sert à rien, c'est juste du recopiage. Un cours de maths, faut que tu sois là en train d'interagir avec le tableau, faut que tu sois là en train d'avoir une discussion mathématique avec le prof, avec le tableau, avec toi-même, avec ton voisin, avec tout le monde. Faut que tu sois en train de poser des questions, de poser des questions aux gens, de poser des questions aux profs. Voilà, c'est un truc qu'il faut vraiment attraper les mathématiques, c'est pas un truc qu'il faut regarder avec les yeux, il faut vraiment prendre les équations, les manipuler, les réécrire nous-mêmes, pas recopier les équations du prof, mais recopier la première ligne et voir toi-même si tu peux arriver de la première ligne au truc qu'on veut, se rendre compte, c'est pas évident déjà, mais ça demande beaucoup d'énergie de se rendre compte qu'est-ce qu'on essaie de démontrer, qu'est-ce qui se passe dans ce cours, quels sont les enjeux, quelles sont les définitions qu'on a posées, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que c'est que l'esprit de ce chapitre en fait. Ça demande beaucoup de temps, enfin ça demande pas beaucoup de temps, mais c'est un effort qui doit être fait et si tu aimes les mathématiques, tu le feras de plus en plus. Donc voilà, c'est possible d'aimer les mathématiques. En fait, ça demande beaucoup de volonté. Ça demande juste le fait de savoir que c'est possible et s'encourager soi-même à vouloir aimer les mathématiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais en prépa, j'aimais beaucoup l'algèbre. L'algèbre, c'est un peu plus les structures que tu mets sur des ensembles. Donc les espaces vectoriels, ce genre de trucs. Ça, j'aimais bien, tu pouvais manipuler des trucs, c'était sympa, il y avait des trucs un peu abstraits, il y avait des points de vue à avoir. L'analyse, j'avais beaucoup de mal. Et j'avais beaucoup de mal, pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais mauvais en analyse, et donc j'avais des moins bonnes notes en analyse. Et donc je préférais faire les trucs d'algèbre, je préférais faire les questions d'algèbre. Et ensuite, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à être un peu plus fort en analyse, parce que forcément, quand tu es fort en algèbre, tu deviens fort en analyse. Et inversement, les deux sont liés, en fait. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais être fort en analyse, soudainement, j'ai commencé à beaucoup plus aimer ça. J'ai commencé à plus faire ça, plus faire d'exercices avec des calculs. J'ai commencé à aimer faire des calculs. Et cette difficulté qui me semble être une difficulté insurmontable, le fait d'arriver à résoudre des calculs, faire des calculs d'intégrale, à dériver des trucs, trouver des équivalents de suite, ce truc qui me paraissait insurmontable est paru évident une fois que j'avais juste commencé à engendrer le cercle vertueux qui est je deviens bon en un domaine, donc j'aime faire ce domaine parce que je vois que c'est un domaine qui me met en valeur. Donc je continue à travailler ce domaine, donc je deviens fort à ce domaine. Voilà. C'est juste ce cercle vertueux qu'il a fallu démarrer, et c'est ça que j'essaie de transmettre, c'est qu'il faut juste se forcer un peu à aller vers le sujet qui te fait peur. Donc ça peut être les mathématiques en général, ça peut être un thème particulier dans les mathématiques. Il faut juste y aller un peu plus. Si tu veux, tu peux te répéter à toi-même. Ce cours est hyper intéressant, c'est incroyable ce qu'on fait, j'y crois pas du tout. Pendant que tu es en cours, et tu verras que ça va énormément impacter à la fois à quel point tu vas retenir le cours, à la fois les questions que tu vas poser, l'état d'esprit que tu auras vis-à-vis du professeur et vis-à-vis des élèves. Voilà, c'est ça le troisième point, c'est que quand tu es en prépa, faut que tu arrives à voir les gens de ta classe comme tes amis. Le cerveau, il a deux modes de fonctionnement. Il a le mode cette personne est un ami ou cette personne est un ennemi. Il y a pas d'entre-deux. Cette personne est une amie ou cette personne est une ennemie. Il n'y a pas d'entre-deux. Et faut que tu arrives à basculer tout le monde du côté collègue, du côté ces gens sont mes amis, engendrer une atmosphère positive pour que quand tu arrives en cours, tu te sens chez toi, quoi. Quand j'étais en cours en fin de spé, je n'étais pas meilleur ami avec tout le monde, mais je parlais avec tout le monde, j'avais pas de soucis avec quelqu'un. Et j'arrivais, voilà, c'était ma famille, normal. On est en cours, je me peux me permettre de prendre la parole parce que je sais que personne n'a de mauvaise intention vis-à-vis de moi et j'ai pas de mauvaise intention vis-à-vis de personne. Donc je peux prendre la parole et puis bon, bah s'il y a quelqu'un qui est un peu méprisant, c'est pas du tout grave, ok? Donc voilà, faut arriver à faire ça, ça va faire que tu vas encore plus aimer la prépa, que tu vas encore plus aimer poser des questions. Voilà, le fait d'oser prendre des questions, ça vient surtout d'une peur du fait que les autres vont penser que t'es débile. Euh,
et aussi du fait qu'on a peur de la réaction des amis. Ok, le deuxième point, c'est que aimer les maths et aimer la prépa, ça veut aussi dire aimer les moments un peu de souffrance, les moments de frustration. Donc c'est normal d'être frustré, c'est normal s'il y a des exercices qu'on n'y arrive pas. Les maths, c'est quelque chose non seulement de difficile, de très compliqué, dans le sens où un exercice, tu vois, moi avant je travaillais sur des exercices dans un livre qui est un recueil d'exercices. Et des fois, il y avait des exercices que je faisais littéralement en 5 minutes, des exercices que je voyais et je voyais directement comment faire. Et des exercices où ça me prenait 1 heure 30 sans que j'ai l'impression de progresser. C'est comme ça les maths. C'est comme ça les maths, surtout pour les exercices difficiles. On a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'il n'y a rien qui est en train d'avancer. On a l'impression qu'on va jamais surmonter ce truc-là. Voilà, c'est normal, c'est frustrant. Et en plus, il y a le côté un peu aléatoire qui est que ça dépend beaucoup des chapitres. Euh, on peut avoir l'impression de ne pas du tout progresser au cours d'une semaine, même au cours d'un mois. Mais voilà, ce que j'essaye souvent, c'est de me comparer non pas à qui j'étais mathématiquement il y a un mois, mais à qui j'étais mathématiquement il y a 3 4 mois. Et ça, c'est une échelle qui rend apparente l'énorme progression que tu fais en mathématiques. Donc ce que je veux dire, c'est que faut que tu arrives à prendre plaisir d'avoir du mal avec un exercice. Faut que tu prennes aussi plaisir dans le fait de, même toi, avoir des problèmes de concentration, avoir des problèmes euh, presque de santé mentale. Enfin, c'est-à-dire que la prépa, c'est un endroit où tu es en train de te pousser à fond. C'est un endroit où tu mets tout en sorte, tu mets tous les moyens disponibles pour devenir très très fort dans un domaine. Et donc forcément, quand tu te pousses à ce point-là, il y a des trucs que tu découvres sur toi que tu n'avais pas, que tu n'avais jamais vu avant, parce que tu t'étais jamais poussé comme ça. Ok? Et il faut prendre plaisir dans le fait de voir comment on réagit à tout ça, voir comment on réagit pendant les concours. Ah, je viens de rater une épreuve. Ça m'est arrivé, j'avais raté une des premières épreuves pendant mes écrits. Et bah, au lieu de m'énerver, j'avais observé comment j'avais réagi à cette épreuve parce que c'est aussi précieux de voir comment est-ce qu'on va réagir quand on est poussé un peu par ce système de la prépa. Il faut prendre plaisir dans le fait de voir que ah là, j'ai trop travaillé, ça commence à plus du tout aller, je commence à plus du tout aimer les mathématiques. Il faut prendre note et continuer. Chaque jour, chaque erreur est une leçon. C'est ça aussi qui est agréable dans la prépa, c'est le fait de souffrir, le fait d'avoir l'impression que tout va mal, qu'on va plus tenir, et quand même d'avoir un certain plan, de retomber sur nos pattes, de continuer à s'améliorer un petit peu en mathématiques. Et ça, c'est un côté qui est aussi agréable lorsqu'on ne prend pas de l'œil, oulala, c'est horrible, ça va pas en ce moment, je suis foutu. Mais quand on le prend du point de vue, ça va pas en ce moment, ok, intéressant, j'observe comment est-ce que je peux faire pour que demain ça aille un peu mieux. Bah, je vais me reposer un petit peu. Et voilà, c'est ça aussi qui est hyper intéressant en prépa, et c'est que forcément c'est un moment intense. Le cours va très vite en fait en prépa. Si t'es pas encore en prépa, tu te rendras compte. Enfin, je pense que c'est ça une grosse différence avec le lycée, c'est qu'il y a plein de chapitres qui défilent. Ça va très vite. La semaine d'après, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la semaine d'avant au niveau des cours. Le prof va pas te répéter 50 fois les trucs qu'il faut que tu connaisses pour t'école et tout. Donc, faut arriver à ne pas se laisser prendre de vitesse par le cours. Euh, et voilà. Se rater, se rater sur des examens, enfin ça c'est évidemment normal, mais même avoir la sensation que pendant une semaine on n'a pas du tout travaillé, c'est entièrement normal et c'est des moments importants, les moments de repos. Faut apprécier ces moments de repos, se dire bon bah cette semaine, enfin aujourd'hui j'ai l'impression que je suis cuit, je suis à bout parce que j'ai trop travaillé hier. Ça sert à rien, je vais me reposer un petit peu. Faut apprécier ces moments-là, ces moments de détente. Il faut aussi apprécier le fait qu'on puisse observer comment on réagit face à des trucs compliqués. Ok? Le deuxième point, c'est le fait de se récompenser en mathématiques. Si tu veux aimer les mathématiques, c'est important que ton cerveau ait l'impression que les mathématiques, c'est quelque chose dans lequel tu es fort, qu'il ait l'impression que c'est quelque chose dans lequel tu excelles, ou même qu'il ait l'impression que c'est quelque chose pour lequel tu es souvent récompensé. C'est-à-dire que la mentalité, un peu, je vais travailler à la mort et je vais me critiquer tant que je suis pas parfait, tant que je fais pas 10 heures de mathématiques parfaitement concentré la journée, ça ne marche pas parce que c'est trop dur pour ton cerveau. Ton cerveau, il a besoin de petits bonbons, il a besoin d'être récompensé. Une étude a montré que si tu veux encourager quelqu'un à faire une certaine activité, 87% du temps, tu as envie de le récompenser pour l'activité qu'il fait. Et bah du coup, 13% du temps, tu as envie de le punir pour la manière dont il a fait. Dire, là, c'était pas bien, tu aurais pu mieux faire.
Mais 87%, tu as envie de te récompenser quand tu fais des mathématiques. C'est à peu près le pourcentage qui fait que notre cerveau est addict à l'activité, qui devient addict à la récompense, c'est quand il y en a 87% du temps, et que 13% du temps, tu te critiques pour ce que tu fais. Voilà, c'est un pourcentage qui est bien loin de ce qu'on fait actuellement. Ça ressemble plutôt à, je pense, 10% de récompense pour 90% d'autocritique quand on est en train de faire une activité, n'importe laquelle. Mais c'est surtout comme ça en mathématiques, parce que les mathématiques, il y a le truc de, une fois qu'on a résolu un exercice, on a l'impression qu'il est évident. Et donc c'est facile de se sentir bête. C'est facile d'avoir l'impression qu'on a mal travaillé quand on faisait l'exercice. Mais non, c'est juste comme ça que sont fait les mathématiques. Et donc il faut essayer de se récompenser soi-même. Et un autre point qui est super important, c'est le fait de ne pas se récompenser vis-à-vis des notes. Pourquoi il ne faut pas se récompenser vis-à-vis des notes? C'est très facile quand tu es en prépa, vu que tout le monde se juge les uns les autres par rapport aux notes au DS, par rapport aux notes en colle. C'est facile de se dire quand on a une bonne note, ah bah je vais me la péter, je vais flex ma super note à tout le monde, montrer à un tel que j'ai battu un tel, montrer à une telle que j'ai battu une telle. Mais ça, c'est vraiment dangereux parce que tu es en train d'associer en quelque sorte le sentiment que tu as de ta valeur en mathématiques à quelque chose qui est vraiment très aléatoire, les notes en prépa. Les notes en prépa, surtout les notes en colle, il faut les prendre comme des indicatifs modulo 2-3. C'est-à-dire que si tu as eu 15, faut penser que tu es dans l'échelle lors de grandeur 12-18. Faut pas se dire, ok, je vaux pile 15. Si la semaine d'après j'ai 14,5, c'est la catastrophe. Faut juste le voir comme, ok, j'ai eu 15, je suis à peu près sur une fourchette de 12 à 18. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement aléatoire à l'école et les notes en prépa. Et donc, si tu te récompenses en fonction de ça, ça va très mal se passer. Il y a une étude où un prof voulait apprendre à ses élèves à programmer. Et donc, il a donné deux fichiers différents. Il y a un fichier où tu programmes ton jeu de Super Mario. Et quand tu lances le programme, quand tu l'exécutes, il y a un score de 50 qui diminue de 1 si le programme marche pas en fait. Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, c'était le même truc, sauf que le score de 50 ne bouge pas quand tu lances ton programme. Donc dans une version, il y a un certain score qui diminue quand tu lances ton programme et qui ne marche pas. Dans l'autre, le score ne diminue pas. Et ce que le prof a remarqué, c'est que l'équipe qui avait reçu le fichier où le score diminuait avait tendance à moins s'intéresser au fichier, à moins essayer de faire le programme, à moins le lancer et à quitter le programme beaucoup plus vite, à être frustré avec le truc beaucoup plus vite. Et c'est parce que je pense qu'il y a un phénomène, enfin il y a certainement un phénomène comme ça qui fait que on a l'impression quand on a une mauvaise note, quand notre score diminue, on a l'impression que ça nous dit quelque chose sur notre intelligence, sur la valeur qu'on a dans la société en fait, et que avoir des mauvaises notes, c'est quelque chose de très, très perturbant pour nous. Et donc ce que je veux dire, c'est que si tu es en train de porter beaucoup d'attention sur les notes, tu es en train de créer un score qui diminue toi-même artificiellement. Si tu es en train de trop t'intéresser à tes notes, tu es en train toi-même de créer un score, le score qui serait les notes, de lui mettre beaucoup d'importance, et donc tu es toi-même en train de, dans ce système de création de jeux vidéo, de t'imposer un score, alors qu'on sait que le score diminue l'intérêt qu'on va porter dans la matière en question, ici les mathématiques. On sait que ça diminue notre intérêt pour les mathématiques, ça diminue l'envie qu'on a de réessayer de faire le truc. Donc ce que je veux dire, c'est que trop s'intéresser aux notes, c'est extrêmement néfaste et ça va vite te décourager en fait. Parce qu'il peut y avoir deux scénarios. Tu as beaucoup travaillé et tu as une mauvaise note, ça va te décourager parce que tu as travaillé pour rien, tu auras l'impression. Ou alors au contraire, tu n'as pas assez travaillé et tu as une bonne note et alors là tu dis que... Et là tu es désorienté en fait. Tu t'es désorienté pour aucune raison, tu sais pas pourquoi tu as des bonnes notes ou tu as des mauvaises notes et ça va moins te faire aimer les mathématiques, ça va moins t'encourager à continuer de travailler. Donc mieux vaut se récompenser sur le travail qu'on fournit mathématiquement plutôt que sur la récompense que c'est. Et quand je dis qu'il faut souvent se récompenser, il faut aussi se récompenser sur des petits trucs. La prépa, tu ne changes pas du tout au tout ta méthode de travail, tu ne changes pas du tout au tout ton niveau en mathématiques du jour au lendemain. Juste faire quelques trucs un peu mieux que la veille, ça suffit. Si aujourd'hui tu as fait la même journée qu'hier, sauf que tu as travaillé 15 minutes de plus, tu as ouvert ton téléphone 15 minutes plus tard, et que tu as ouvert ton téléphone une fois de moins en cours de mathématiques, c'est excellent. Enfin, moi, je serais très satisfait à ta place d'avoir fait une journée comme ça, parce que tu vas continuer, c'est des trucs qui se cumulent en fait. Les mathématiques, il y a un peu un côté exponentiel où il y a un moment
où tu décolles, il y a un moment où tu prends beaucoup de recul sur ce que tu fais, il y a un moment où tu prends justement beaucoup de plaisir à faire des mathématiques, et à partir de ce moment-là, tu deviens inarrêtable. Et c'est en faisant des petits trucs comme ça, en faisant des petites améliorations, en étant un peu plus concentré parce que tu n'as pas regardé ton tel, que ton niveau en maths va exploser au bout d'un moment. Et il faut se récompenser sur des petites choses, sinon ton cerveau il va être dégoûté, il va pas avoir ses 87% de récompense, et il va avoir moins de motivation. Donc voilà, ça c'est le point. Se récompenser plus souvent, en prépa on se récompense pas assez, ça c'est le point. Ça c'est le point numéro 2. Le troisième point, c'est sur ton énergie mentale. L'énergie mentale, c'est ce que tu as de plus précieux en prépa. Enfin, l'énergie mentale, je vois un peu ça comme le fait que au réveil, tu as une certaine capacité mentale. Au réveil, tu te réveilles, tu peux faire n'importe quoi. C'est-à-dire que après avoir travaillé longtemps, tu as du mal à continuer à être concentré. Au réveil, tu peux être concentré pour n'importe quoi. Et cette capacité-là mentale qu'on a au réveil peut diminuer un peu si tu fais des choix inutiles. Dans le sens où si tu te réveilles et que tu sais pas du tout ce que tu fais chaque matin, si tu n'as pas une routine qui est régulière, si tu te réveilles et tu sais pas si tu vas aller en cours, tu sais pas si tu vas travailler maintenant, ok, je vais lire un petit peu, ok, je vais faire ça, je vais aller sur mon téléphone 15 minutes, ok, enfin, juste, tu perds énormément de ta capacité mentale, qui fait que quand tu vas travailler, tu auras l'impression d'avoir déjà fait une journée entière, parce que tu auras tellement hésité à faire ce que tu veux faire. Je sais pas si ce que je te dis a du sens, mais c'est ça le truc, t'as pas envie de perdre de la capacité mentale, du temps de cerveau, à prendre des choix inutiles. Surtout que ça va engendrer un peu de la procrastination dans le sens où si tu n'as pas un programme de travail défini, tu vas souvent hésiter. Est-ce que je travaille ça? Est-ce que je travaille ici? Est-ce que je travaille maintenant? Et ça crée énormément de frustration. Donc voilà, moi, la méthode que je te conseille, c'est d'essayer de enlever tout ce qui est superflu de ta routine. Donc essayer de tout mettre, de tout avoir d'organisé. Comme ça, tu n'as pas à prendre certains choix. Par exemple, surtout en vacances, je trouve que personne ne sait travailler en vacances dans le sens où en général, les gens se lèvent à une heure qui est variable. En général, les gens n'ont pas d'alarme en vacances. Ensuite, ils n'ont pas de programme, donc ils savent pas quoi travailler. Ils regardent sur leur téléphone, ok, je vais télécharger un PDF, machin, machin. Enfin, ça prend 150 heures avant de se mettre au travail. C'est pas efficace parce que tu perds de ta capacité mentale. Ça fait que tu vas passer des journées où tu hésites à travailler ou pas travailler, et ensuite tu es frustré à la fin de la journée. Ce qui est mieux, ce qui est bien plus positif, c'est de cadrer un certain volume horaire. Donc moi, je faisais ça pendant ma prépa aux euros. Après les écrits, j'avais 2-3 semaines pendant que les autres passaient les autres écrits, donc les écrits que je passais pas. Pendant ces 3 semaines, j'avais un programme qui était pas si strict. Le but du programme, c'était juste, faut que tu fasses 5 ou 6 heures de maths. Donc 5 heures, j'étais satisfait, mais 6 heures, c'était bien. Et je faisais jamais plus de 7 heures ou 8 heures. Donc j'ai essayé de faire 5-6 heures, et si j'avais fait 5 heures de maths dans la journée, c'est bon, j'avais fait ce que j'avais à faire. Je n'avais pas un programme qui ne s'arrêtait jamais, ou après le dîner, je recommençais à sortir des cahiers et à recommencer. Je me levais, je faisais mes 5-6 heures de maths, et ensuite, je faisais autre chose. Et ce fait-là d'avoir juste un bloc de travail bien défini, c'est-à-dire que c'était dès le matin, je faisais rien d'autre avant de travailler, faisait que je me posais pas de questions, j'avais toute mon énergie mentale prête pour travailler. Et ça fait une énorme différence, ça fait que tu es beaucoup plus concentré, ça fait que pendant que tu travailles, tu sais que tu vas travailler 5 ou 6 heures de suite, tu n'es pas en train de te poser la question, tiens, est-ce que je vais regarder si machin m'a répondu, est-ce que je vais regarder si... Tu vois, tu n'es pas en train de te poser ce genre de questions parce que tu sais que tous les jours tu t'es levé et que tu as fait tes 5 heures de travail direct. Et au final, c'est la même heure de travail qu'on fait toi et moi, mais le fait de la mettre dès le réveil et un volume horaire qui est plus ou moins constant, fait que j'étais sûrement beaucoup plus productif que toi dans ce phénomène-là de vacances. Donc voilà, donc mettre un certain volume horaire, et c'est important d'avoir en tête un volume horaire avec lequel on est satisfait. C'est facile de toujours vouloir plus, toujours vouloir travailler plus, et de toute la journée revenir à nos cahiers, être en train de travailler jusqu'à pas d'heure le soir. Ça, c'est pas productif. Il y a une anecdote qui m'a vraiment chamboulé à la sortie de prépa. C'est quelqu'un qui parlait d'une expédition en Antarctique. Il y avait, je crois, une équipe suédoise ou une équipe anglaise. Ils essayaient tous les deux d'arriver le premier au pôle Nord. Et donc c'était une longue marche. Il fallait prévoir comment est-ce qu'on allait entrecouper nos balades chaque jour, quel volume d'heures on allait passer à marcher chaque jour. Et l'équipe anglaise disait que quand il y avait mauvais temps, on avançait de 10 km à peu près, et quand il faisait beau temps, on avançait de 50 km.
L'équipe suédoise, enfin l'autre équipe, je ne sais plus sa nationalité, elle avait une autre stratégie. La stratégie, c'était tous les jours on fait 20 km, peu importe le temps. Et ce qui s'est passé, c'est que l'équipe anglaise, c'est un peu tué à la tâche, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu ils se sont fatigués pendant les journées où il faisait beau, ils faisaient beaucoup de kilomètres, alors que l'équipe suédoise, en mettant cette bande supérieure sur le nombre d'heures, donc c'est-à-dire que même quand il faisait beau temps, ils faisaient que 20 heures, même s'ils étaient très proches de la destination, ils faisaient que 20 km par jour, ils avaient cette borne, et ça a fait qu'ils arrivaient à se reposer, ils arrivaient à se préparer mentalement pour faire une certaine charge qui était précise. Ils ne se préparaient pas mentalement en se préparant à marcher, en se disant je ne sais pas comment ça va finir, ça va être horrible. Ils faisaient juste un certain nombre de kilomètres et ensuite c'était fini. Et en fait, bah, l'équipe suédoise est arrivée au bout en premier, bien avant l'équipe anglaise. Et tous les membres de l'équipe anglaise sont morts. Parce que c'était juste trop intense. Euh, C'est-à-dire que les longues journées, on a l'impression qu'on est productif, mais ça peut être des heures à la fin qui sont moins productives du fait qu'on a beaucoup travaillé, donc on est moins concentré. Et ça peut être des heures qui font qu'on est lassé, qui font que le lendemain, on n'a pas envie de faire des maths parce on a déjà fait trop de maths la veille, qui fait qu'on commence à moins aimer les mathématiques. Donc, ça sert à rien de trop se donner, essayer d'avoir une bande supérieure. Enfin, voilà, par exemple, quand j'étais en prépa, je travaillais très rarement après 20 heures. Enfin, je travaillais jamais après 20 heures. J'étais au lycée, je faisais mes cours. Si j'avais colle, j'allais en colle. Avant ma colle, je travaillais peut-être un petit peu, ou si j'avais pas colle et que je rentrais tôt, je travaillais peut-être un petit peu, mais après le dîner, j'ai arrêté de travailler. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à garder cet appétit-là pour les mathématiques, qui est, comme on l'a vu, nécessaire. Et donc c'est ça le point, c'est qu'il faut que tu arrives à plus t'organiser pour plusieurs raisons, pour moins avoir une prise de décision constante toute la journée, qui puise ta capacité mentale. L'énergie mentale, c'est vraiment ton avenir. C'est-à-dire que si tu peux lire le livre Deep Work, qui est un livre qui parle justement du fait que la capacité à se concentrer sur des longues périodes est une capacité qui se perd aujourd'hui parce que on regarde nos téléphones, on check nos emails quand on travaille sur ordinateur. C'est pour ça que ça sert à rien de travailler sur ordinateur parce que c'est impossible de se concentrer longtemps sur ordinateur. La capacité à se concentrer longtemps, c'est vraiment quelque chose qui va faire que tu vas exploser la prépa. La capacité à te mettre 4 heures, faire ton DM, ça va te rendre beaucoup plus productif. Et c'est quelque chose qui marche mieux quand tu as évacué toutes ces occupations inutiles, toutes ces pensées inutiles, tous ces trucs qui ont l'air productifs mais qui ne sont pas productifs, genre faut que je classe mes cours, aujourd'hui il faut que je recopie mon cours. Tous ces trucs qui ont l'air productifs mais qui ne sont pas des activités essentielles. Il faut que tu te concentres sur ce qui est essentiel, enlever le superflu. Il faut que tu décides d'un volume, il faut que tu essayes d'avoir une routine le plus possible. Bon, avoir une routine, c'est pas, enfin, faut pas que tu aies ça sert à rien d'avoir une routine, de chercher une routine parfaite. Il faut juste que tu arrives à mettre des trucs en place chaque matin qui sont toujours les mêmes pour que tu aies moins de questions à te poser le matin. Comme je te dis, par exemple, moi, quand j'étais pendant ma prépa à écrire oraux, je savais que le matin, je me réveillais, je me douchais et ensuite j'allais travailler. C'était toujours la même chose. Voilà, c'est la veille, je préparais mes habits du lendemain, comme ça, j'avais pas à réfléchir à quelle tenue je mettais. Ce genre de truc qui fait que t'épuises pas ton énergie mentale qui est hyper importante. Donc voilà, les journées mal définies, je pense que c'est ce qui fait que les gens sont inefficaces en vacances. Ajouter à cela le fait que les gens ne se récompensent pas assez, qui était le deuxième point, fait que les gens ne travaillent pas du tout, travaillent de manière catastrophique en vacances, c'est-à-dire que la journée typique de quelqu'un en vacances, peut-être que la première journée il travaille bien, peut-être que la deuxième journée aussi, mais il y a un moment où il a envie de vérifier ça sur son smartphone, puis il lance une vidéo d'1 heure, puis il regarde un autre truc, puis soudainement il est 14 heures, il a envie de travailler, enfin juste il procrastine et au final il n'a pas du tout travaillé de la journée. Il est extrêmement frustré de cette journée-là et le lendemain il est frustré donc il recommence. Et voilà, et là c'est la fin de sa productivité parce qu'il n'a pas su se récompenser sur les petites choses. Il n'a pas su avoir un cadre de travail et une journée définie en fait. Si, voilà, et à l'inverse, il y a les gens qui travaillent jusqu'à ce que tu aies une certaine journée et ensuite le lendemain ils ont du mal à travailler et pareil, parce qu'ils ont mal travaillé le lendemain, ils sont frustrés et là c'est la fin de leur période de productivité en vacances. Donc essayer d'avoir un certain nombre d'heures, il faut que tu arrives à définir, il faut que tu arrives à te dire, bon moi si j'arrive à faire 3 heures de maths chaque jour, je suis content. Comme ça tu sais que chaque jour tu peux t'estimer heureux parce que tu as fait 3 heures de maths. Ça c'est important parce que sinon tu es toujours en train de chercher plus. Moi c'est un souci que j'ai, c'est que chaque jour,
je cherche à faire plus, je cherche à être plus productif que la veille. Et à un moment, quand je passe une journée qui est bien moins productive que la veille, bah, c'est décourageant. Et donc, c'est important d'avoir ce volume horaire. Si je fais 3 heures de maths, je suis satisfait de ma journée. Et ce, jusqu'à la fin des vacances. Tu arrives à poser ces termes-là et ça fait que tu arriveras plus à être satisfait de ton travail et tu arriveras plus à aimer les mathématiques. Donc ça c'était le point. Ton énergie mentale est extrêmement précieuse. L'énergie mentale est ton avenir. Il faut que tu l'économises. Euh, Arriver à se concentrer pendant des longues périodes, c'est déterminant. Enfin, en mathématiques, tu peux faire des trucs superficiels, tu peux recopier des leçons, mais il y a un moment où il va falloir se lancer dans le truc, commencer à faire des exos durs, commencer à voir comment certains trucs marchent, se confronter à ce qu'on ne comprend pas. Euh, et voilà, avoir des périodes de concentration intense, c'est extrêmement productif. Le quatrième point, c'est sur celui-là que tu peux gagner le plus d'énergie mentale, gagner le plus en concentration. C'est celui sur les jeux vidéo, dans le sens où on peut améliorer un peu notre relation aux jeux vidéo, pas forcément les arrêter complètement. Enfin, ça dépend comment tu veux gérer ça. Moi, je te conseille de les arrêter complètement. J'en parlais un peu plus à la fin, tu verras qu'il y a un moment dans ta vie, possiblement 2 mois avant les écrits à peu près, où tu vas remettre la liste des priorités différemment et tu vas voir que les jeux vidéo tombent très très bas. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc, les jeux vidéo, là où tu peux gagner en concentration, c'est en essayant de moins y penser, dans le sens où c'est très facile quand tu es en train de travailler, surtout quand tu es en vacances par exemple. Je parlais des vacances juste avant. Tu es en train de travailler et là tu dis est-ce que je vais pas jouer aux jeux vidéo? Et tu as un va-et-vient, t'essayes de résister, non, tu sais que c'est pas bien, que tu as envie de travailler, mais en même temps tu y penses. Voilà, et on va résoudre tout ça par un truc tout simple, c'est mettre un créneau spécifique pour les jeux vidéo. Mettre un créneau spécifique pour n'importe quoi. Tout ce qui te pose, tout ce qui te déconcentre pendant que tu es en train de travailler, tout ce qui est des tentations, tu mets un créneau pour ça. Et ça va drastiquement nettoyer ton énergie mentale, ça va drastiquement nettoyer ton esprit, dans le sens où, au lieu d'être en train d'hésiter à 17h, est-ce que j'ai envie de jouer aux jeux vidéo maintenant, tu sais que tu auras déjà mis la plage 18h, 19h pour tes jeux vidéo, et donc tu n'auras pas à réfléchir à ça. Et ça, c'est un énorme gain de productivité, un énorme gain de concentration. Il y a une étude justement qui montrait que quand tu prends des rats et que tu leur donnes un bouton pour appuyer sur une consommation de cocaïne, ou je sais plus, mais un truc qui libérait de la dopamine, si tu les laisses 6 heures par jour avoir accès au bouton qui libère un truc qui génère de la dopamine, ils vont de plus en plus appuyer sur le bouton, avoir un usage non contrôlé du bouton et ils vont juste avoir une surcharge de dopamine. Par contre, si tu ne leur donnes accès au bouton qu'une seule heure par semaine, dans ce cas-là, ils ont une consommation qui n'augmente pas de jour en jour et ils appuient pas nécessairement plus sur le bouton de jour en jour. Donc le truc, c'est qu'ils arrivent à mieux contrôler, à mieux se détacher de la dopamine quand elle est restreinte dans un intervalle plus court dans la journée. Et c'est la même chose sur les jeux vidéo. Si toute la journée tu dis que tu peux jouer aux jeux vidéo, ça va dégénérer. Alors que le fait de les confiner dans un certain espace horaire de ta journée va te libérer ta concentration et te donner une relation beaucoup plus saine. De surcroît, une fois que tu auras mis les jeux vidéo une seule heure dans ta journée, tu arriveras à être beaucoup plus détaché de ta relation aux jeux vidéo et tu verras que très naturellement, tu vas réduire ton temps de jeu vidéo naturellement. Ok? Donc c'est ça le point, c'est que on essaye de passer à 0 heure de jeu vidéo. Et la bonne manière de faire, c'est de d'abord les restreindre vraiment, comme ça tu n'es pas en train d'y penser toute la journée. Ça n'occupe pas ton temps où tu as envie de faire autre chose que des jeux vidéo. Voilà, c'est ça le point. Et la deuxième chose, c'est que c'est un truc que j'ai remarqué moi-même, c'est que quelques mois avant les concours, quelques mois avant que tu passes les écrits, quand j'étais en prépa, tu as vraiment la pression de la prépa qui te retombe dessus, ça devient vraiment réel. Avant les écrits, la prépa c'est un truc un peu abstrait, les classements, les écoles qu'on pourrait avoir, c'était quelque chose de très abstrait, très aléatoire. Quelques mois avant les écrits, tout devient réel. Tu ressens beaucoup plus la pression, tu remets, comme j'ai dit, tes priorités en place. Et ça devient beaucoup plus naturel pour toi, beaucoup plus facile pour toi d'éliminer tes distractions, d'éliminer tout ce qui est superflu. Parce que cette pression devient réelle pour toi. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu te rendras compte à ce moment-là à quel point les jeux vidéo sont inutiles pour toi, à quel point ils sont dissociés de ta personnalité. Chose qui n'est pas nécessairement claire maintenant pour toi parce que tu te rends pas compte, tu te rends pas forcément compte euh, de la réalité de la prépa, de la réalité des concours. Et voilà.
c'est un truc qui va se passer probablement quelques mois avant le concours. En tout cas, ça s'est produit pour moi. C'était beaucoup plus facile pour moi de me détacher. Bah, je passais un peu trop de temps sur mon téléphone. C'était beaucoup plus facile pour moi de me détacher de YouTube quelques mois avant les écrits parce que c'était beaucoup plus réel pour moi. Les concours, c'était quelque chose de beaucoup plus concret. Tu le sentais que les gens étaient en train déjà de calculer les écoles qu'ils pourraient avoir en fonction de leurs notes au prochain DS parce que ça y est, les notes au DS sont très corrélées aux notes aux écrits. Tu le ressens beaucoup plus la pression. Euh, Tu sens telle ou telle personne en train de faire leurs calculs vis-à-vis de leurs notes, en train de faire leurs points, est-ce qu'ils seront admissibles à Polytechnique. Ça devient beaucoup plus réel. Et dans ce moment-là, le fait de passer du temps sur YouTube n'était même plus une question, c'était juste annexe. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un moment dans ta vie où les jeux vidéo, ça devient un truc annexe, les réseaux sociaux aussi, et tu peux essayer de t'inspirer de ce moment-là pour déjà essayer de prendre plus de liberté vis-à-vis des jeux vidéo. Voilà, c'était ça le point. Donc, le point sur les jeux vidéo, c'est avoir des créneaux de consommation, c'est hyper efficace. Parce que, en fait, le temps que tu passes aux jeux vidéo, il est pas, enfin, c'est pas si grave de passer 1 heure par jour à faire n'importe quoi. Mais ce qui est dangereux avec les jeux vidéo et ce qui est dangereux avec le téléphone en général, c'est le fait que ça se répartit partout dans la journée et ce qui fait que tu es tout le temps un peu dépendant à ton téléphone, tu es tout le temps un peu stressé en train de vérifier ton téléphone pour avoir la dopamine sans raison et du coup ça empiète un peu sur ta concentration au quotidien. Donc le fait d'avoir un créneau spécifique jeu vidéo va te permettre d'avoir une beaucoup plus grande concentration en cours, chez toi, partout. Donc le 5e point, c'est YouTube et ton téléphone. Donc le point c'est que YouTube et ton téléphone c'est la même chose que le point d'avant. Faut que tu arrives à restreindre ton utilisation. Pas forcément consommer moins, parce que ton téléphone, tu es obligé de le consommer. C'est pas comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, je te conseille de tous les supprimer, mais tu n'y arriveras probablement pas parce que tu es encore trop addict. Par contre, le téléphone, tu n'as pas trop le choix. Tu es obligé de vérifier WhatsApp au moins 1 fois par semaine pour vérifier que tout va bien. Tu es obligé de vérifier tes SMS. Donc, le téléphone, on est un peu plus obligé de l'avoir. YouTube aussi, pour le coup, YouTube, ça peut avoir des avantages, ça peut être un peu instructif, mais il faut arriver à contrôler ton utilisation. Donc, ce que je fais actuellement, et je trouve que c'est un gain de temps incroyable parce que tu es en train, en fait, d'épurer un peu la dopamine, tu es en train d'enlever la dopamine inutile sur YouTube qui est de scroller, voir quelle vidéo est sortie, voir tel youtubeur, machin, avoir 150 abonnements et te faire spammer de vidéos. Ça, c'est un peu de la dopamine dont tu n'as pas besoin. Ce que je veux dire, c'est que YouTube, il faut l'utiliser de manière décidée. Il faut arriver sur YouTube et déjà savoir ce que tu veux et pas arriver sur YouTube pour scroller dans tes recommandations et voir ce qui se passe, scroller sur les shorts. Donc pour ça, il faut que tu arrives, avant d'ouvrir YouTube, à savoir ce que tu veux. Mettons que tu ouvres YouTube pour voir une vidéo de Squeezie, très bien. Tu vas sur YouTube, tu regardes les vidéos de Squeezie et tu les mets sur à regarder plus tard. Tu mets celles qui t'intéressent dans une playlist, comme ça, la prochaine fois que tu ouvres YouTube, tu as juste, au lieu de scroller et de voir des vidéos qui ne t'intéressent pas, tu regardes directement les vidéos qui t'intéressent. Enfin, c'est ça que je veux dire, il faut avoir une utilisation plus contrôlée de YouTube. Faut que tu essayes de mettre plus d'intention quand tu ouvres les réseaux sociaux, quand tu ouvres YouTube. Un deuxième truc qui est vraiment un life hack, c'est le fait que des fois, on ouvre notre téléphone sans savoir pourquoi, juste parce que notre cerveau voulait ouvrir le téléphone et on l'ouvre, juste pour avoir le shot de dopamine. Et ça, c'est un phénomène dont tu peux un peu plus te séparer en faisant la technique suivante. Dès que tu as envie d'ouvrir ton téléphone, dès que tu as envie de faire une activité sur ton téléphone, tu dis ok, je vais la faire, mais j'attends 5 minutes. Et le fait d'attendre 5 minutes va faire que 90% du temps, tu te rendras compte que c'était pas bien urgent ce que tu voulais faire. Et ça te permet de moins ouvrir ton téléphone, mais à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, de faire plus d'activités à la fois. Et ce qui te permettra de moins être envahi par ouvrir son téléphone toutes les 5 minutes en cours, ce qui peut baisser ta concentration. Donc, pour résumer, ton téléphone, tu peux avoir une utilisation plus intentionnée des réseaux sociaux, de YouTube. Si, dès que tu as l'envie de l'ouvrir, tu mets une pause de 5 minutes, tu verras que ça va drastiquement réduire ton nombre d'ouvertures dans la journée de ton téléphone et tu auras une utilisation plus saine sans la dopamine inutile qui vient avec le fait de scroller WhatsApp, voir si un tel t'a répondu, voir rallumer SMS alors qu'on l'a ouvert il y a 5 minutes. Voilà, essayez de ne pas céder à
a l'envie d'ouvrir son téléphone, mais de se forcer à attendre 5 minutes, c'est quelque chose de très positif. Voilà, et la dernière chose, c'est aussi le fait de communiquer moins par message. Euh, je pense que c'est une énorme perte de temps et je pense que les relations que tu tisses par message, tu pourrais les tisser beaucoup plus efficacement en appelant des personnes, en faisant des messages audio, en allant la voir. Et plus généralement, je pense que c'est un moyen de communication qui est surestimé, les communications par message. Tout le monde fantasme un peu sur les longues communications par message avec telle ou telle personne. C'est un moment hyper drôle. Mais pas du tout. En fait, juste si tu fais l'historique de ton temps au collège, et si tu remontes tes messages du collège, tu verras qu'il y a plein de gens à qui tu as envoyé 150 millions de messages pour aucune raison, et à qui tu parles plus du tout, et au final, en fait, tu les aimais pas tant que ça. Tu envoyais juste des messages pour maintenir un lien un peu artificiel. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les messages, pour moi, c'est un mode de communication qui est surcoté. Tu fais ce que tu veux, mais je trouve que c'est quelque chose qui participe au fait que tu ouvres ton téléphone tout le temps, tu l'ouvres tout le temps pour voir si la personne t'a répondu, si tu as envie d'envoyer un message, et ça devient un peu un réflexe. Et donc, comme je l'ai dit, le fait d'aller sur YouTube en soi, c'est pas un problème. Le fait d'aller sur son téléphone en soi, c'est pas un problème. Le fait d'y aller par réflexe, le fait d'y aller sans attention, de toujours avoir l'envie d'allumer son téléphone, ça par contre, ça peut ça trouble beaucoup ta concentration. Donc, si tu veux être plus concentré, il faut avoir un usage un peu plus intentionnel de tout ça. Et la méthode plage horaire marche très bien. Quand j'étais en prépa, j'allumais jamais mon téléphone avant midi parce que je savais que les 4 premières heures de la journée, juste, je me réveillais, j'allais en cours et je suivais le cours. J'allumais jamais mon téléphone avant midi. Et il y a une période où j'étais très concentré, la période dont je te parlais en préparation aux euros, bah là, j'allumais pas mon téléphone de la journée, plusieurs journées de suite. Et des fois, je l'allumais, mais je l'allumais genre de 18h à 19h, juste pour voir ce qui se passait et je le réteignais. Donc, restreindre tout ça, ça te permet d'avoir beaucoup plus de liberté vis-à-vis de ton utilisation et c'est très positif. Et voilà. Comme j'ai dit, c'est pas si compliqué de juste translater toutes tes opérations sur ton téléphone à une certaine heure dans la journée, mais c'est extrêmement efficace. Le sixième point, c'est par rapport un peu à comment tu vas réagir vis-à-vis de ça si tu as envie de justement réduire ton temps d'écran, réduire ton temps de jeu vidéo, ce que je te conseille fortement, même de stopper complètement les jeux vidéo. Il y a un point qui est un peu plus de se conseiller comme un petit frère, dans le sens où ce que je te dis là, c'est très exigeant. Tu auras probablement du mal maintenant à stopper les réseaux sociaux, à stopper ta consommation un peu dopaminée de YouTube. C'est très compliqué, ça se fait pas en un jour. Enfin, moi, par exemple, à partir du moment où je savais que j'avais envie d'arrêter complètement les jeux vidéo, ça m'a pris à peu près 6 mois. À partir du moment où j'ai dit que je voulais vraiment baisser mon temps d'écran, j'étais à peu près à 3 heures et maintenant, enfin, et 6 mois après, j'étais à peu près à 1 heure de temps d'écran, bah, ça m'a pris à peu près 6 mois et pendant les 3 premiers mois, bah, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de ça parce que il faut du temps à ton cerveau pour trouver la dopamine autre part, revenir à un niveau de dopamine normal et trouver des nouvelles activités tout simplement où il peut trouver de la dopamine. Donc ça se fait pas en un jour et un conseil que je peux te donner vis-à-vis de ça, dans ta quête que tu dois faire vers plus de contrôle de toi-même, moins de jeux vidéo, tout ça, blablabla, c'est de te donner des conseils un peu comme si tu étais ton propre petit frère, ta propre petite sœur. Parce qu'on a en général des conseils beaucoup plus pertinents quand on veut conseiller un ami que quand on veut se conseiller nous-mêmes. Quand on veut se conseiller nous-mêmes, c'est facile d'être très exigeant, d'être très frustré, de sentir qu'on est une merde parce qu'on a encore joué aux jeux vidéo 5 heures de suite. C'est facile d'avoir tous ces sentiments-là, alors qu'un ami, on a souvent des conseils qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus productifs en fait. Donc voilà, au lieu d'être frustré parce que tu as rouvert ton téléphone alors que tu voulais pas, conseille-toi comme si tu étais un ami. En général, ça donnera des meilleurs conseils. Par exemple, tu te diras sûrement, bon, ok, tu as rejoué aux jeux vidéo 5 heures de suite, mais regarde, cette semaine-là, si on fait la moyenne sur toute la semaine, tu as moins joué que la semaine dernière, donc c'est bien, continue. Enfin, c'est toujours des conseils un peu plus sains qu'on donne à un ami que ceux qu'on donne à nous-mêmes. C'est ça que je veux dire. Voilà, et aussi, euh, dans ce genre de truc-là, dans le fait de baisser sa consommation de jeux vidéo, blablabla, c'est souvent juste des trucs que faut que tu fasses chaque jour, des petites étapes. Des petites étapes vont t'emmener très très loin. Juste si tu essayes de garder en tête le fait de vouloir jouer moins aux jeux vidéo, le fait d'essayer de moins ouvrir son téléphone sans raison, le fait de juste garder ça en tête va faire que naturellement, au fil des semaines, au fil des mois, ta consommation va décroître. Donc c'est un truc qui se fait naturellement. Il faut juste pas trop paniquer vis-à-vis de ça. Je te dis, conseille-toi comme si tu étais ton propre ami ou ta propre amie.
et naturellement, ça va, à force de petits pas, ça va réduire. Voilà, c'est ça le point. Pour clôturer un peu cette section sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Le 7e point, c'est un peu plus... oui, non, voilà, c'est ça. C'est que aussi, tu te demandes, mais j'ai du temps pour... Enfin, un argument que j'entends parfois, c'est mais j'ai pas envie de réduire ma consommation de jeux vidéo, j'ai du temps pour jouer aux jeux vidéo. On peut très bien faire des jeux vidéo et être sportif à la fois. Euh, oui, très bien, mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous, on essaye de maximiser notre attrait pour les mathématiques, on essaye de maximiser le fait d'aimer la prépa et le fait d'aimer les mathématiques. Enfin, comme je l'ai dit au début, c'est ça qui va faire que la prépa, ça sera amusant pour toi et que tu vas vraiment défoncer la prépa, c'est arriver à aimer un peu tout ce phénomène-là, aimer les mathématiques, aimer le travail, euh, aimer la compétition de la prépa. Et personne n'a envie de faire des mathématiques en jouant à la PS4. C'est un truc qui est juste beaucoup trop attractif et qui met de la compétition aux mathématiques, les jeux vidéo. Donc, ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas d'enlever les jeux vidéo, comme ça on peut travailler encore plus. Le but, c'est d'enlever les jeux vidéo juste pour se reposer. Le point, c'est que juste ne rien faire, juste s'ennuyer, c'est beaucoup plus simple pour toi que d'aller sur ton téléphone. Même s'ennuyer, même ne rien faire, c'est beaucoup plus efficace que ça. Le repos, l'ennui, c'est productif. C'est productif. Une journée où tu as passé 1 heure à rien faire mais où t'es pas allé aux jeux vidéo, c'est probablement une journée plus productive qu'une journée où tu as joué aux jeux vidéo mais où tu as aussi travaillé. Voilà, ne rien faire c'est très productif, s'ennuyer c'est très productif. Comme je l'ai dit, on n'est jamais en train de réviser son cours quand on joue à la PS4. Par contre, tu verras que si tu ne fais rien pendant 15 minutes, naturellement c'est possible que tu commences à réfléchir à certains thèmes de ton cours, que ton cerveau te ramène certains exercices de maths auxquels tu n'avais pas réfléchi, qui te ramène certains énoncés de physique auxquels tu n'avais pas bien compris et que tu aimerais bien revisiter. Juste l'ennui est productif et même l'ennui te permet être d'attaque sur les mathématiques. Enfin, si ta vie c'est les mathématiques et l'ennui, enfin, les mathématiques vont naturellement devenir ta source d'amusement la plus forte. Et à partir de ça, ça sera gagné parce que si t'aimes le fait de faire des mathématiques, tu vas juste être bouillant en mathématiques. Donc l'ennui est productif, dans le sens où l'ennui nous permet de plus aimer les mathématiques. Voilà, c'est ça le truc. Le 8e point, c'est sur ton écoute en cours, l'importance d'une écoute active, l'important d'être joueur, de s'étonner de ce qui se passe au tableau. Quand j'étais en prépa, les joueurs les plus forts de ma classe, c'était eux qui étaient en train de repérer les erreurs que le prof faisait, si dans le théorème il avait arnaqué ou s'il y avait une ligne qui n'était pas correcte, parce que ils n'étaient pas en train de recopier passivement l'énoncé, ils étaient en train de vérifier à chaque ligne est-ce que ça marche, ok c'est quoi l'idée de la preuve, il y a une implication comme ça, oui mais est-ce que ça marche parce que moi j'ai testé tel exemple et j'ai vu que ça marchait dans tel exemple, est-ce qu'il a utilisé, est-ce que je peux retrouver ce qui s'est passé dans mon exemple dans la preuve du théorème. Genre il y a vraiment une idée de manipuler mathématiquement ce qui se passe chez les élèves très forts. Il y a vraiment l'idée qu'ils s'approprient le théorème, qu'ils sont déjà en train, si tu veux, de faire des applications du théorème alors même qu'il est en train d'écrire. Et surtout, il y a l'idée de comprendre la preuve derrière le théorème parce que c'est impossible de retenir quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a des hypothèses qui vont sauter. Si tu essaies de retenir un truc par cœur alors que tu ne comprends pas la preuve, il y a des hypothèses que tu vas oublier. Et surtout, il y a plein de fois dans ma vie en maths où il y avait un certain exercice à faire, et pour cet exercice ressemblait un peu à un théorème qu'on avait vu en cours, mais pas de bol, le théorème ne s'appliquait pas à cet exercice-là. Mais en fait, quand tu retravaillais la preuve du théorème, tu te rendais compte qu'en modifiant un petit peu la preuve s'appliquait directement à l'exercice. C'est hyper important de associer la preuve à un théorème, se retenir de la preuve, non pas que du théorème, et même d'avoir plusieurs preuves pour chacun des théorèmes, parce que ça te permet d'associer plusieurs liens à un même truc. Poincaré disait que les mathématiques, c'était donner le même nom à deux choses différentes, et il y a un peu de ça, il faut essayer de construire des ponts avec plusieurs choses, donc avoir plusieurs preuves pour le même énoncé, c'est hyper sympa, parce que ça permet de faire des liens entre les deux preuves, faire des liens entre les deux objets qui sont utilisés dans la preuve. Tout ça, tisser tous ces liens multiples entre les différents éléments du programme, ça va te permettre d'avoir une grande richesse. Voilà. Moi, quand j'étais en prépa, j'avais un ami qui disait de manière un peu ironique que j'étais l'expert des exos nuls, parce que dès que j'avais une deuxième preuve pour un exercice très nul que je connaissais, genre même si c'était la preuve au fait que, je sais pas, un polynôme est positif si et seulement si c'est la somme de deux polynômes au carré, retrouver une preuve là, pour ça, j'étais hyper heureux de l'avoir fait et je retravaillais des preuves beaucoup plus bêtes que ça, des preuves même de sup,
Euh, voilà, j'adorais trouver plusieurs preuves au truc, je les collectionnais, et je pense que ça, c'est un truc qui peut être très utile, comme je l'ai dit, parce que ça te permet d'avoir du recul sur les objets, d'avoir dressé plein de liens entre différents trucs. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les gens forts, quand ils sont en mathématiques, quand ils sont dans un cours de mathématiques, ils sont pas en train de regarder passivement le tableau, mais ils sont en train d'essayer de s'approprier mathématiquement les objets. Ils sont en train de poser des questions, et ça, c'est hyper important, le fait de poser des questions. Le fait de poser des questions. Ça a un côté déjà très rassurant quand tu poses des questions, qui est que on a parfois des zones de flou sur certains sujets, et on a parfois l'impression que ce théorème, on n'est pas trop sûr s'il marche, mais bon, on passe outre. Et ça, c'est très dangereux parce que ça va se cumuler quand il y aura une autre preuve qui utilisera le théorème où tu avais une zone de flou. La zone de flou va se transmettre, le flou va se propager, et ensuite, le soir, quand tu seras en colle, tu n'oseras pas tenter cet argument-là parce que tu ne seras pas confiant dans cette partie-là du programme, parce qu'il y aura une certaine zone de flou. Donc ça fait que tu vas pas tenter certains arguments, enfin ça va tout corrompre. Le fait d'avoir du flou quelque part va tout corrompre, et c'est pour ça que c'est hyper important d'expliciter les moments de doute qu'on a, de poser la question, poser des questions bêtes, poser des questions qui n'ont pas de sens. Enfin, c'est hyper important. Je pense que je le faisais pas assez en sup, mais même en sup, et même en spé, je posais à peu près 2-3 questions par heure peut-être. Peut-être pas par heure, mais par cours. Juste dès qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair pour moi, soit je posais la question à mon voisin, soit je levais la main. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça donne l'aspect rassurant de savoir à la fin du cours, bon bah j'ai posé quelques questions. Avec ma compréhension des choses, ça va, j'ai pas eu l'air d'avoir trop dit n'importe quoi. Ça te donne confiance en toi. Et enfin, le prof va immédiatement réparer les intuitions que tu as qui sont pas bonnes, donc c'est extrêmement productif. Et ça te force aussi à vraiment comprendre le cours. Ça te force à pas être passif parce que si tu as pris l'habitude de poser des questions, il y aura plein de fois où le prof il va te regarder en s'attendant à voir si tu as compris, parce qu'il a l'habitude que quand il y a un truc subtil, toi tu lèves la main pour poser la question. Et donc quand tu seras en train de suivre le cours, il sera en train de te regarder pour voir dans tes yeux si tu as compris. Et si tu es là en train de noter de manière passive, il verra et tu seras un peu déçu. Et du coup, tu auras envie de comprendre vraiment ce qui se passe pour poser les questions subtiles. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le fait de poser des questions peut t'encourager à te forcer à comprendre le cours. Ok, donc poser des questions, c'est hyper important. Comme j'ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle tu poses pas de questions, c'est soit parce que tu fais pas assez d'efforts de comprendre mathématiquement les objets, c'est peut-être parce que juste tu ne te poses pas les questions à toi-même en fait. Tu as peut-être peur de poser une question au prof parce que tu penses probablement qu'elle va être débile. Et si c'est le cas, c'est probablement parce que tu ne te poses pas cette question ni au prof ni à toi-même. Donc c'est important de se poser souvent des questions et souvent dégager ce que tu comprends pas, et de prendre ce réflexe-là de, dès qu'on voit un sujet, essayer de dégager ce qu'on ne comprend pas pour poser des questions. Voilà, donc poser des questions, c'est un truc qui, au début, tu vas poser des questions qui ne seront pas du tout pertinentes, mais au fur et à mesure du temps, ça va bien se passer. La deuxième raison pour laquelle tu ne poses pas de questions, c'est sûrement parce que tu as peur de la réaction des gens autour de toi. Tu as peur qu'on pense que tu sois débile, que tu poses des questions débiles. Voilà, d'expérience, ça se passe très peu. En fait, les gens en cours ne comprennent rien. En cours, facilement 80% des gens sont juste en train de recopier sans comprendre ce qui se passe. Donc la question que tu poses, ils la comprennent même pas parce qu'ils n'ont même pas la définition des objets en tête. Donc 80% des gens sont comme ça. Il y a quelques personnes enfin, de toute ma vie, je me souviens juste de 2 moments où j'ai vécu un peu une attitude de mépris des élèves vis-à-vis de la question que j'avais posée. Alors j'ai dû poser peut-être des milliers de questions. Mais voilà, les 2 fois, c'était presque positif pour moi. Enfin, je regrette pas du tout les questions que j'ai posées, même si on s'est un peu moqué de moi à ces moments-là. Je suis très fier de chacune des questions que j'ai posées, surtout les questions débiles, parce que c'est elles qui ont corrigé des aspects que je n'avais pas compris du cours. Je suis très très fier de toutes mes questions. Voilà, j'ai un souvenir de 2 personnes qui étaient un tout petit peu méprisantes lorsque j'avais posé une question. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait rendu fou que quelqu'un ait été méprisant quand j'avais posé une question. Parce que je m'étais dit qu'il fallait quand même être vraiment très complexé de son niveau en mathématiques pour se moquer de quelqu'un qui pose une question. Et en plus, je savais que j'étais plus fort que cette personne-là. Et le fait qu'elle me méprise, enfin qu'elle marque un mépris, ça m'avait rendu fou. Et pendant toute la période après de préparation aux écrits, je me souvenais de ce moment-là.
Et ça m'a motivé parce que c'était pas possible pour moi, je me visualisais pas ne pas intégrer alors que cette personne-là avait intégré. Du coup, ça m'avait vraiment motivé. Voilà, la haine des jaloux, c'est un moteur de jet. Moi, ça m'avait motivé. Donc la conclusion, c'est en cours, pose des questions. Et pour poser des questions, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut que tu poses des questions. Il faut que tu te poses des questions à toi-même. Est-ce que j'ai bien compris ça? Est-ce que je comprends bien la définition? Rien que le fait de, quand tu vois l'énoncé d'un théorème, essayer de te rappeler de la définition de chacun des objets qui sont mentionnés. Donc, mettons que le théorème, c'est montrer que la dimension du produit de deux espaces vectoriels, c'est la somme des dimensions. Il faut que tu fasses l'effort de refaire un petit peu la marche. C'est quoi la dimension? C'est d'essayer de chercher des dimensions, enfin des définitions équivalentes de la dimension. Tu peux dire, ah, c'est l'anti-R tel que l'espace vectoriel est isomorphe à R puissance R, c'est le cardinal de n'importe quelle base, mais est-ce que ça ne dépend pas du choix de la base? Et tu vois, très vite, en te posant des questions, tu recrées tout ce schéma des preuves en mathématiques, tout ce schéma des différents lemmes qui s'aident les uns les autres. Donc c'est important de se poser des questions pour approfondir la compréhension du cours, et ne serait-ce que pour se retenir des théorèmes. Si tu ne comprends pas le théorème, tu ne pourras pas le retenir. Donc, interagir mathématiquement avec les objets, c'est la seule manière de bien suivre un cours de maths. Comme je l'ai dit, prends l'exemple des gens forts de ta classe qui le repèrent dès qu'il y a un truc faux dans l'énoncé. Dès qu'il y a un truc faux dans la preuve du théorème, ça devrait être, ça montre que les gens forts ne suivent pas le cours passivement en le recopiant, mais font tout cet effort-là. Et c'est ça le fait de faire des mathématiques. Je pense qu'en mathématiques, c'est très facile, comme je l'ai dit un peu avant, de faire des tâches qui ne servent à rien, mais on a l'impression qu'elles sont productives, genre reficher son cours sur les probabilités, reficher son cours sur les espaces vectoriels, ça sert à rien. Comme j'ai dit, on n'apprend pas des maths en recopiant, les maths ça se fait pas en lisant un truc. Et il faut se forcer tout le temps à faire l'effort de essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que poser des questions à tes voisins, créer des discussions mathématiques, ça va t'aider. Parce que quand ton voisin il te demandera, ah mais tiens, il se passe quoi au tableau? Parce que à force de lui avoir posé des questions, il y aura un peu d'interaction mathématique entre vous. Tu seras forcé de comprendre ce qui se passe mathématiquement. Donc c'est pour ça que c'est important de poser des questions pour comprendre. Et c'est important de comprendre pour poser des questions. Les deux vont un peu de pair. Voilà, et un deuxième point, c'est que ce sont tes mathématiques. Il faut que tu t'empares des mathématiques. C'est pas le théorème du prof, c'est le tien. C'est pas le programme du prof, c'est le tien. Il faut que tu t'empares des mathématiques. Il faut que tu aies la sensation que chaque théorème soit le tien. Peut-être que tu ne comprends pas forcément la preuve du prof, mais il faut que tu arrives à essayer de te convaincre via quelques exemples de le théorème a l'air de marcher, ok. Le théorème, je ne comprends pas la preuve générale, ok, mais est-ce que je peux essayer la preuve dans ce cas tout bête? Ah oui, ça a l'air de marcher comme ça, ok, je suis convaincu du théorème. J'ai vu un peu comment le théorème marchait, donc maintenant je crois en le théorème. Il y a un peu ce phénomène-là où il faut que tu t'appropries les mathématiques, ce sont tes mathématiques. Ok, le 10e point, c'est celui de se mettre au défi, d'essayer au maximum en prépa. Dans le sens où je pense qu'en prépa, il y a beaucoup de gens qui se limitent. Toi, tu te limites probablement et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font que tu te limites. Maintenant, en fait, tu sais exactement comment faire si tu veux être extrêmement bon en prépa. Je t'ai donné toutes les techniques. Enfin, j'ai rien fait de beaucoup plus que toutes les techniques que je t'ai données, mais il y a un moment en prépa où j'ai commencé à croire au fait que je pouvais intégrer Polytechnique. J'ai commencé à croire au fait que je pouvais intégrer le NS Paris. Et ça m'a beaucoup motivé. Enfin, je pense que il y a un moment où j'étais très motivé. Et voilà, c'est la motivation en plus de tout ce que je t'ai dit qui a fait que j'ai pu travailler et bien progresser au cours de ma prépa. Donc, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui sont un peu limitants pour toi. Le premier truc, c'est que tu ne penses pas que tu en es capable. Tu ne penses pas que tu en es vraiment capable de vraiment réussir au maximum. Et peut-être que tu dis que tu n'as pas envie d'essayer. Peut-être que inconsciemment, il y a une partie de toi qui n'a pas envie d'essayer au maximum parce que elle pense que si tu essayais au maximum, si tu travaillais au maximum, si tu faisais tout ce que je te disais, mais que tu n'avais pas les résultats escomptés, alors il n'y aurait plus rien à blâmer. Tu avais déjà mis tous les efforts nécessaires, donc le seul truc à blâmer, ça serait ton intelligence. Ça, c'est, je pense, un des trucs qui peut te limiter, c'est le fait que tu n'as pas envie d'essayer au maximum parce que tu dis si j'essaye au maximum et que je rate, c'est forcément que mon intelligence n'est pas au niveau ou que je suis un peu bébête ou ce genre de truc. Ouais, donc ça, je pense que c'est un truc qui te limite. Voilà, il faut juste en rendre compte et se rendre compte de à quel point c'est débile comme raisonnement parce que, en fait, dans 10 ans, si tu veux, personne va t'écouter dire que ouais, toi, t'aurais pu réussir la prépa, mais tu voulais pas trop essayer, t'aurais pu le faire, mais t'avais pas trop envie d'essayer. Personne va t'écouter dire ça, en fait. C'est soit tu y vas, soit tu la fermes. En fait, je trouve qu'il y a un peu un phénomène au lycée
ou avoir des notes ok, mais si on n'essaye pas, ça passe parce que ça montre qu'on est intelligent. Il y a plein de gens qui sont fiers du fait qu'ils avaient des bonnes notes au lycée sans travailler. Voilà, et je pense qu'il y a un peu ce phénomène-là en prépa où il y a plein de gens qui sont fiers d'être ok, d'être dans la moyenne sans travailler. Et je pense qu'il y a une partie d'eux qui a peur de travailler parce que ça pourrait enlever cet argument. S'ils se mettaient à travailler, ils ont peur que les classements n'augmentent pas tant que ça, que leurs résultats n'augmentent pas tant que ça. Et donc, là, ils ont plus d'excuses. Ils ont plus l'excuse de ouais, j'ai eu une mauvaise note à ce DS-là, mais c'est parce que je travaillais pas trop. Ouais, donc c'est ça que je veux dire. C'est complètement débile comme raisonnement parce que, bah, en fait, tout le monde s'en fout si tu travaillais ou si tu travaillais pas en prépa. Voilà, il y a plein de gens qui me disent ouais, ouais, moi je suis là, mais si j'avais voulu travailler, j'aurais intégré cette école. Je suis genre ok, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien joué à toi, mais on pourra jamais savoir. Donc, euh, mais travail nécessaire, mais toi au défi en fait. Commence à kiffer le fait de pousser au maximum de tes capacités. Enfin, je trouve qu'il y a un truc kiffant en prépa, comme je l'ai dit tout à l'heure, où tu observes ce dont tu es capable en te poussant au maximum. Et vraiment, vas-y à fond, lâche-toi dans le vide, accepte le fait que tu n'auras plus d'excuses, que tu pourras plus dire que tu as des mauvaises notes, mais c'est parce que tu travailles pas trop. Mets-toi à fond, mets-toi au défi. Aie le courage d'enlever ces excuses-là, qui sont complètement minables, et vas-y à fond. Voilà. Mets tes ambitions au maximum. Sois honnête avec toi-même, dans le sens où est-ce que tu regardes vraiment YouTube pour le contenu éducatif? Pas vraiment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que mets-toi au défi, essaye d'être le plus proche possible de toi-même, essaye d'enlever tous ces trucs un peu qui peuvent te bloquer. Enfin, bref, vas-y à fond. Apprécie le fait qu'il y ait du défi. Et la dernière chose, c'est les regrets. C'est les regrets. Moi, quand j'étais en prépa, en fin de prépa, je savais déjà que j'allais avoir l'école que je voulais, parce que je savais que mes classements étaient assez bons et que statistiquement, il y avait 90% de chances que je l'ai, même beaucoup plus. Ça, c'était en fin de prépa et je me disais, est-ce que je vais pas regretter quand je serai en école le fait d'avoir travaillé, alors que là, je travaille essentiellement pour quasiment rien. Dans le sens où je travaillais, mais pour gagner 1% ou 2% de chances de plus d'intégrer. Est-ce qu'il y avait un gros intérêt? Est-ce que j'allais pas regretter plus tard le fait que j'ai pas profité de la vie en prépa? Ça, c'est un truc que tu entends souvent. Quoi, mais tu travailles, mais profite de la vie, mec, c'est le week-end. Ce genre de truc. Et voilà, bah, je suis là pour te dire que je regrette pas du tout. Je suis très fier de chaque seconde de travail que j'ai fait parce que je me suis poussé à bout. J'ai vu ce que je pouvais faire quand je travaillais au maximum. J'ai fait des expériences. Enfin, je l'ai vraiment vu comme une expérience sur moi-même, la prépa. Je l'ai pas vu comme un truc qui était une souffrance infinie parce qu'il fallait se forcer à travailler. Je l'ai vu comme une expérience. Comment est-ce que je réagis quand j'ai envie vraiment d'atteindre ce but-là et que je m'y mets au maximum? Enfin, c'est vraiment cet aspect-là que je trouve intéressant et que je trouve et qui fait que j'ai aucun regret en fait. Même si, en effet, bah, j'aurais pu beaucoup moins travailler et quand même intégrer l'école que je voulais. Le fait de ne rien lâcher, d'y aller jusqu'au bout, de voir les fois où j'ai un petit peu craqué, où j'en avais marre de trop travailler, bah enfin, ça a été très précieux pour moi et je garde des très bons souvenirs de la prépa et j'ai aucun regret, comme je le pensais à l'époque, vis-à-vis du fait que forcément je travaillais un peu plus et je passais, comme le disent les gens, à côté des choses importantes de la vie. Et voilà, enfin, je pense que tu le regretteras pas du tout non plus. Et je pense qu'aussi il y a un type de personne qui va te dire de profiter de la vie. Et je pense qu'il y a un certain type de gens qui va te le dire de manière un peu hypocrite, dans le sens où je pense que il y a un type de gens qui va te dire profite de la vie, t'es en prépa. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est profite de la vie, essaye de pas trop travailler parce que moi je travaille pas trop et j'ai pas envie de me faire dépasser par toi si tu travailles. Il y a un peu ces phénomènes de faut que personne travaille pour qu'on soit tous. Enfin, tu vois, c'est un peu stressant pour n'importe qui de voir quelqu'un qui travaille beaucoup parce que ça le fait culpabiliser sur son travail. Et donc, je pense qu'il y a un peu un phénomène de personnes qui essayent de normaliser le fait de pas trop travailler, de pas trop se pousser, pour que les gens ne se poussent pas trop et pour pas trop culpabiliser sur le fait qu'ils travaillent pas autant qu'ils le pourraient. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a un certain type de personne qui te dit de profiter de la vie alors qu'il profite pas du tout de la vie, mais il te dit juste ça pour pas avoir à stresser sur le fait qu'il travaille pas et je trouve ça un petit peu hypocrite. Ensuite, il y a l'autre type de personne qui va te dire de profiter de la vie, mais il profite pas du tout de la vie lui. Il te dit juste ça pour que tu aies l'impression que lui il profite de la vie. Enfin, je pense qu'il y a un tout petit côté hypocrite dans ça dans lequel je suis un peu rentré quand j'étais au lycée. J'essayais de faire en sorte, enfin j'essayais de me travailler moi le moins possible et j'essayais de faire en sorte que les autres travaillent le moins possible parce que j'avais pas envie que quelqu'un soit plus fort que moi et qu'ensuite je sois plus le petit génie en mathématiques, le petit génie qui a des bonnes notes sans travailler. J'avais pas envie de passer de ça au mec qui a des notes moyennes sans travailler. Donc il y avait un peu ce jeu de faut essayer de faire en sorte que personne travaille. Enfin, c'est un truc vraiment
bizarre ce qui se passe au lycée vis-à-vis du travail. Bah, je te dis qu'en prépa, tu vas pas le regretter. Je sais que là, tu as l'impression que tu es en train de perdre tes meilleures années et que dans 2 ans, tu seras vieux. Enfin, c'est dur de se projeter quand on est en prépa, c'est dur de se projeter, même tout court, mais je t'assure qu'il te reste beaucoup de temps devant toi. Ta vie va pas s'arrêter quand tu vas atteindre 20 ans ou 21 ans. Donc, mets-toi au défi, vas-y, donne-toi au maximum. Tu es capable de faire tes plus hautes ambitions, faut juste s'y mettre. Voilà, t'en es entièrement capable. C'est ça que je veux dire, tu sais comment faire, tu sais ce qu'il y a à faire. Le 11e point, c'est celui de jouer simple. C'est un truc qui est très important, surtout en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, il y a un peu cette situation où tu as envie de te lancer dans des problèmes, et pour te lancer dans des problèmes, tu as besoin de croire que c'est faisable. Ton cerveau a besoin de croire que c'est faisable, sinon il ne va pas se lancer dans un problème. Tu vois, il y a plein de phénomènes où ton prof t'a sûrement dit des fois, bon voilà, on va faire ces 3 exercices-là, attention, le troisième est beaucoup plus dur. Et dès qu'il dit que le troisième est beaucoup plus dur, soudainement, tu as beaucoup moins envie de te lancer dans le troisième, tu as l'impression qu'il y a des trucs mystiques, des trucs cachés, des trucs que tu pourras jamais résoudre dans le troisième exercice, sans raison. Alors que si tu n'avais pas dit ça, tu aurais sûrement essayé de faire des trucs et tu aurais sûrement résolu l'exercice. Il y a beaucoup ce phénomène-là où on ne fait pas un exercice parce qu'on en a peur, notre cerveau il se lance pas dans l'exercice, au lieu d'essayer directement de comprendre ce qui se passe, de voir les phénomènes, ok je peux tester cet exemple-là, ok ça ressemble à tel exercice-là, il commence à réfléchir beaucoup trop à l'exercice, à se brider, à donner moins d'idées, à moins se lâcher. Ton cerveau il commence à moins lâcher prise parce que il a peur de... Enfin, c'est vraiment étrange, mais c'est un phénomène qui existe. Et le fait de jouer simple, ce que j'entends par jouer simple, c'est le fait de, quand tu vois un exercice très compliqué, essayer de le réduire à des exercices très simples. C'est-à-dire que si tu me donnes un exercice très compliqué et que je vois que j'ai du mal à me lancer dedans parce que je me rends compte que c'est un exercice qui est vraiment compliqué, j'ai du mal à comprendre un peu les objets, j'ai du mal à comprendre les intuitions, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de faire des trucs très faciles, mais reliés à l'exercice. Mettons que l'exercice, c'est un truc sur la théorie des groupes qui parle de groupes finis. Bah là, je vais essayer de me rappeler de quelques résultats que je connais de groupes finis, peut-être quelques résultats qui ressemblent au truc. Et ça, c'est très fort pour 2 raisons. Parce que déjà, premièrement, donc le fait de... Ce que j'entends par ce qui est utile, c'est le fait, quand tu as un exercice très difficile, de faire des exercices très très simples connexes. C'est bien pour 2 choses. D'abord, ça me permet de me donner des idées, des visions sur l'exercice. Ça me permet de trouver parfois des cas particuliers. Mettons que j'ai mon exercice difficile et j'essaye de repenser à des trucs qui sont un peu connexes, mais qui n'ont un peu rien à voir, des trucs très faciles juste pour me mettre en jambe. Bah, c'est possible que je commence à comprendre une idée subtile de l'exercice, je commence à percevoir un peu comment l'exercice marche avec ces trucs très très simples. C'est possible que ça arrive comme ça. Et surtout, le plus important, c'est que mon cerveau, à force de faire des trucs très faciles et de réussir des trucs très faciles, il va être fier de lui et il va vouloir s'essayer à l'exercice difficile. C'est un peu comme le truc dont je te parlais au début, le fait que le cerveau, il aime bien être récompensé 87% du temps. Si ton cerveau se lance sur un exercice dur, c'est compliqué, c'est frustrant, tu as l'impression de jamais progresser, il va pas avoir envie d'essayer en fait, parce que dès qu'il essaye, ça marche pas. Si tu le nourris de petits exercices très faciles mais qui sont liés au sujet, ça va être miraculeux. Au bout de juste quelques idées simples, ton cerveau aura vraiment envie de faire l'exercice dur. Et c'est vraiment utile dans le sens où un exercice difficile, c'est pas un exercice que tu contemples et tout d'un coup tu as la solution. Un exercice difficile, c'est un exercice qu'il faut prendre par des exercices simples, plusieurs points de vue simples. Ok, mais qu'est-ce que ce résultat-là il donne si je suis sur un groupe fini? Qu'est-ce que ce résultat-là il donne si mon groupe il est abélien? Qu'est-ce que ce résultat-là... Voilà, c'est plein de résultats simples qui permettent un peu de voir où apparaissent les subtilités du problème, où apparaissent les points d'attaque. C'est tous ces trucs très simples. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un problème difficile, si je te donnais la preuve, tu constaterais que, ouais, ok, bon, bah ça me va. La preuve n'est pas si compliquée que ça. Elle est compliquée à trouver parce qu'on n'a pas le bon point de vue sur l'exercice, parce que l'exercice nous apparaît très mystérieux. Et donc, jongler avec l'exercice, faire des trucs très faciles à côté, ça a le double intérêt de te permettre de voir des points d'attaque, mais aussi d'encourager ton cerveau à chercher, parce que ton cerveau, il va pas s'y mettre à fond tant qu'il n'est pas sûr de trouver l'exercice, en fait, plus ou moins. Tant qu'il n'est pas sûr qu'il ne va pas s'amuser un petit peu dans les... Enfin, je sais pas, mais c'est un phénomène que j'ai remarqué. Dès que j'ai la flemme de chercher un exercice, je sais que c'est parce qu'il est trop dur et parce que j'ai plus envie de le chercher. Et alors, ce que je fais, c'est que je cherche des trucs un peu plus simples à côté, même très très simples à côté, et en général, ça marche mieux. Dès que je suis sur une page, enfin, en ce moment, je l'ai un peu lu en ligne où j'essaie d'apprendre un certain cours.
Dès que je tombe sur une page et que je commence à plus avoir envie de la lire, je sais que c'est parce que la page est compliquée, que mon cerveau n'a pas envie de le faire. Et donc, je commence par faire des trucs très très simples qui sont un peu liés à la page. Tiens, mais rappelle-moi ce que c'est que la définition. Ça, c'est un truc que je fais souvent. Quand j'ai un exercice difficile, tiens, mais qu'est-ce que c'est que la définition de ça? Tiens, mais comment on me prouve ce théorème-là dont je me souviens? Je fais juste des trucs que je connais ou alors des exercices que je sais que je vais résoudre. Et ça me met en jambe pour des exercices compliqués. Donc, c'est ça que je veux dire par jouer simple. Il faut jouer simple. Si tu veux faire des trucs compliqués, il faut jouer simple. Voilà, j'ai écrit des points sur ma feuille. Les astuces n'existent pas. Ça, c'est un truc, qui est très bien développé dans le livre Mathematica de David Bessy, dont je vais bientôt parler en vidéo. C'est que les astuces n'existent pas. On a souvent cette idée de waouh, cet exercice était très astucieux, mais c'est juste que tu n'avais pas le bon point de vue pour recueillir l'astuce. Il n'y a pas d'exercice astucieux, il y a juste des bons points de vue qu'on n'avait pas. Voilà, donc c'est important de jouer simple pour avoir les points de vue. Ok, le dernier point, c'est jouer simple. Il faut que tu simplifies comment tu travailles. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais essaye de réduire à l'essentiel ton truc de travail. Peut-être que tu as une trousse avec 150 stylos et tu as un stylo à plume, donc tu dois vérifier que tu as des cartouches, machin, machin. Prends des stylos Bic, prends-en plein, mets-les dans ton sac. Prends pas de trousse et ça va être beaucoup plus facile. Prends un cahier pour toutes tes matières, comme ça bah, tu sais que tu as toujours ton cahier sur toi et que tu n'as pas à chercher et que tu n'as pas oublié ton cahier chez toi ou chez ton père ou chez ta mère. Voilà, j'ai oublié mon cahier de maths chez mon père, trop relou. Enfin, je peux pas travailler les maths, juste prends un cahier pour tous, renouvelle ce cahier souvent. Essaye de jouer simple, essaye de simplifier à un niveau où 80 ou 95% du temps, tu sais que tu seras en condition de travailler. Tu sais que tu n'auras pas à aller chercher tel ou tel truc dans tel classeur que tu as laissé à tel ou tel endroit. Il faut que tu réduises la manière dont tu travailles pour que n'importe où, quasiment n'importe où tu vas, tu puisses travailler. Moi, c'est très simple, j'ai juste un cahier et j'ai une tablette, mais en format plutôt grand, format A4. Ouais, j'ai une tablette remarquable. Et du coup, bah, sur ma tablette, j'ai tous les PDF sur lesquels j'ai envie de travailler. Et c'est des trucs très légers, je les mets dans mon sac, je les ai dans mon sac à toute heure. Et dès que j'ai envie de travailler, je sors juste ma tablette, mon cahier, j'ai un stylo qui traîne et je peux travailler. Donc simplifie comment tu travailles, je t'encourage à prendre cette remarquable, qui est vraiment très pratique. Et le 12e point, c'est le fait de rajouter du volume. Donc c'est le point qui arrive à la toute fin, parce que le plus important, c'est d'aimer les mathématiques, le plus important, c'est de jouer simple, de trouver la manière de travailler. Et une fois que tu fais ça, tu peux rajouter du volume. Ce que j'entends par rajouter du volume, c'est travailler un peu plus. Donc rajouter du volume, ça a le risque, comme je l'ai dit, que si tu commences à trop te tirer, tu commences à moins aimer les mathématiques, tu en as marre de tout le temps en faire tous les jours, tu commences à faire une indigestion, donc c'est ça le risque du fait de rajouter du volume. Donc ce qui est le plus important, c'est d'aimer les maths. Si tu te rends compte qu'en rajoutant du travail, en rajoutant une heure de travail en rentrant des cours chaque jour, tu commences à être lassé par les mathématiques, arrête, ça ne vaut pas le coup. Une heure de travail, ça ne vaut pas le coup de ne pas être intéressé par les maths, ne pas être intéressé par ce qui se passe en cours, ne pas être curieux. Ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, rajoute du volume à condition que tu sais que... Enfin, faut que le moment où il faut que tu décides de rajouter un peu plus d'heures de travail ou un peu plus de travail dans ta journée, c'est le moment où à la fin de ta journée de travail, tu as un sentiment de manque. Tu as envie d'aller encore plus loin, tu as envie de découvrir encore plus de choses. Alors dans ce cas-là, tu rajoutes du travail. Si à la fin de ta journée de travail, au contraire, tu es essoré, t'en as marre, tu as hâte de faire autre chose, tu as hâte de dormir, il faut vraiment réduire. Le plus important, c'est d'aimer les mathématiques à chaque fois qu'on le fait. Ok? Donc, rajoute du volume, mais attention, donc comme j'ai dit, attention, la priorité c'est d'aimer les mathématiques. La deuxième priorité c'est le sommeil. Le sommeil, ça fait que tu vas aimer les mathématiques, ça fait que tu vas être concentré, ça fait que tu vas être curieux. Rajouter du travail sans être concentré, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le sommeil, c'est la priorité. En ce moment, j'ai un système où j'ai acheté une alarme et le système fait que l'alarme, au lieu d'être une alarme qui émet un son à une heure fixée, mettons que je fixe mon alarme pour 9h, à 8h, elle va commencer à émettre une petite lumière diffuse dans ma chambre. Et comme ça ne va pas me réveiller forcément, parce qu'une lumière, ça va moins te réveiller qu'une alarme, enfin un son qui part. Mais grâce à la lumière, je sais que il est à peu près l'heure pour me réveiller. Et ça fait que je peux dormir jusqu'à ce que mon corps ait assez dormi. Et quand il a assez dormi, il ouvre les yeux, il constate qu'il y a de la lumière et c'est bon. Enfin, ce que je veux dire, c'est que essaye, quand tu peux, d'avoir des nuits où tu mets pas de réveil et constate à quelle heure tu te réveilles quand tu mets pas de réveil. Ce qu'il faut que tu aies, c'est que l'heure à laquelle tu te réveilles naturellement, c'est à peu près l'heure de ton réveil. Ça, c'était mon cas en prépa.
Je me réveille naturellement, je me réveillais tout le temps naturellement un petit peu avant mon réveil, juste parce que je dormais assez. Je me couchais à peu près à... Enfin, j'étais au lit à peu près à 21h30, 22h. Et ensuite, quand j'étais dans mon lit, parfois, je réfléchissais à mon cours ou ce genre de truc. Euh, mais je me couchais jamais après 23h quasiment. Voilà, donc le sommeil, c'est la priorité. Ça sert à rien de travailler tard. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en prépa, je travaillais pas avant 20h. Enfin, après le dîner, je travaillais plus. Je me reposais. Enfin, je pense que c'est une bonne idée. Je lisais aussi parce que j'avais décidé en prépa que je voulais lire un certain livre. Enfin, en spé, du coup, je lisais en spé. Et ensuite, il y a la règle 80-20%. La règle des 80 et 20%, c'est l'idée que dans un certain travail qu'on fait, il y a toujours un certain truc qui est responsable de 80% de la raison pour laquelle on est fort à ce truc. Et ensuite, il y a 20% des trucs qui sont inutiles. Enfin, qui sont pas inutiles, mais qui sont un peu plus superflus. Par exemple, quand tu es en mathématiques, 80% de ton niveau en mathématiques vient du fait de s'être frotté à des exercices ou alors d'avoir bien compris ton cours. Donc, concentre-toi sur ces trucs-là qui sont responsables des 80%. Et ensuite, à la fin de la journée, quand tu es cuit, tu peux faire le reste, c'est-à-dire, je sais pas, faire la physique, ficher ton cours, ce genre de trucs. Concentre-toi sur ce qui est responsable de 80% de ce qui est important. Voilà, et quand tu veux rajouter du volume, rajoute ce qui est important. Rajoute pas des trucs superflus parce que ça, tu as l'impression que tu es productif, comme j'ai dit quand tu fiches ton cours, mais c'est pas productif. Voilà, il y a aussi un certain, comme je l'ai dit, il y a un piège de la productivité, comme le fait de faire des trucs superflus, le fait d'être sur un ordinateur, tu as l'impression que tu fais un exercice de maths, mais en fait, tu es en train d'ouvrir 50 onglets pour voir des onglets Wikipédia sur comment marche tel ou tel truc, en train de faire des rappels de cours sur Wikipédia. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Comme je t'ai dit, réduis ce dont tu as besoin pour travailler au minimum et essaye de travailler sans Internet en fait. Wikipédia, c'est très bien, mais je l'utilisais très très peu en prépa. J'ai dû l'ouvrir peut-être 3-4 fois en les 2 années parce que c'est important pour toi d'être capable de retrouver les résultats de cours tout seul. Si tu n'arrives pas à les retrouver, euh, c'est un truc un peu grave. Tu n'auras pas Wikipédia le jour des concours, donc essaye de les retrouver par toi-même avec ton crayon, avec ton stylo, essaye de retrouver les énoncés du théorème. C'est un truc que je fais et que je trouve hyper formateur parce qu'à chaque fois que tu fais l'effort de retrouver un énoncé que tu as oublié à partir de zéro, mais donc tu as oublié un certain énoncé, faire l'effort d'essayer de le retrouver, d'essayer de dire est-ce que c'est ça l'énoncé? Ah non, ça peut pas être ça parce que ça marche pas. Est-ce que c'est ça l'énoncé? Ah ça a peut-être l'air vrai, je vais essayer de prouver l'énoncé. Faire ce système-là fait qu'une fois que tu l'auras fait, l'énoncé que tu auras retrouvé sera inoubliable. Enfin, ça marche beaucoup mieux que d'aller sur Wikipédia. L'effort de retrouver des théorèmes et de avoir enfin, c'est comme des moyens mnémotechniques, mais pour les mathématiques. Avoir des rappels mathématiques qui te permettent de fouiller à tel ou tel endroit et de trouver les théorèmes, c'est très important. C'est très important, comme j'ai dit, d'avoir tissé des liens entre chaque aspect de ton cours et d'avoir une sorte de connexion globale sur les mathématiques. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'aller sur Wikipédia ou d'avoir ton cours à portée de main. S'il y a un truc de ton cours que tu sais, que tu devrais t'en souvenir et que tu t'en souviens pas, c'est important d'essayer un petit peu de le retrouver. Dans la mesure du raisonnable. Si tu sais que tu vas pas le trouver, ok, va voir ton cours ou demande à un ami l'énoncé d'un tel théorème. Mais ce que je veux dire, c'est que être autonome en mathématiques, travailler sans les autres, travailler sans Wikipédia, c'est souvent quelque chose qui est utile. Voilà. Bon. Le plus important de cette très très longue vidéo, c'est le fait d'aimer les mathématiques. Enfin, toute cette vidéo, en fait, c'est un peu moi qui me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour optimiser le fait qu'il aime les mathématiques, qu'il ou elle aime les mathématiques. Voilà, donc tout ce que je conseille dans ma prépa est plus ou moins basé sur le fait d'arriver à aimer les mathématiques, aimer la prépa en général. Donc le plus important, c'est ça. Euh, Fais ta méthode comme tu le veux. Moi, je te donne plein de conseils, mais c'est une esquisse. Si tu penses que ça va pas marcher pour toi, mais fais ce que tu veux. Enfin, tu vas beaucoup plus apprécier une méthode, tu vas beaucoup plus apprécier le fait de réussir un certain DS si tu l'as réussi par tes propres moyens. Si c'est ta propre méthode, ton propre mode de fonctionnement qui a fait que tu as réussi le DS, tu vas beaucoup plus apprécier ça. Donc, c'est toi qui es le guide. Moi, je te donne des conseils. Je te dis comment j'ai fait. C'est peut-être pas la méthode qui va marcher pour toi, même si je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la méthode que je te donne, c'est pas juste la méthode que j'ai fait moi dans mon coin. C'est une méthode que j'ai faite en observant les autres, en observant les gens plus forts que moi, en observant comment ils marchaient, en l'affinant, en parlant à tel ou tel gens, en parlant à des gens de milieux très très divers en fait, en lisant des livres de mathématiques,
j'ai parlé de récolte et semaille dans cette vidéo, enfin le livre d'Alexandre Grothendieck, en lisant des livres mathématiques, en parlant à des gens beaucoup plus forts, en parlant à des profs, en parlant à des chercheurs. C'est tout ça qui m'a permis de dresser cette méthode en fait. Enfin, c'est pas juste mon truc à moi dans mon coin, un peu tiré par les cheveux. C'est un truc global et je pense l'avoir restitué de manière assez claire. Donc, je pense que ça marche extrêmement bien. Maintenant, c'est ton instinct qui décide ce que tu veux faire. Je pense que cette méthode, elle marche bien parce qu'elle est assez instinctive dans le sens où on a tous un peu la sensation au fond de nous que le fait de recopier son cours, ça ne nous a jamais aidé à le comprendre. Que le fait, enfin, on a tous remarqué que les gens qui recopiaient le mieux le cours et qui étaient les plus soigneux n'étaient pas les meilleurs en mathématiques. On a tous remarqué ça et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'aimer les mathématiques, d'aimer le faire des exercices. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de jouer simple quand on fait un exercice pour toujours être en train de chercher quelque chose. Ça sert à rien de contempler un exercice compliqué, il faut essayer de faire des petits exercices simples. Voilà, tout le côté joueur avec les mathématiques, ça c'est aussi le plus important. Le fait de quand tu es en cours, ne pas refuser d'être passif et se forcer à essayer de comprendre les définitions, se forcer à poser des questions même si on n'est pas sûr d'avoir compris. Ça c'est le plus important. Et aussi tout l'aspect, essayer d'être plus concentré. Essayer d'être plus concentré, ça veut dire que le matin, t'es pas en train de faire 150 000 trucs, t'es pas en train de réparer une commode avant d'aller travailler. Le matin, c'est simple, tu vas en cours et tu travailles, ou le matin, c'est simple, si tu es en week-end, tu te lèves et tu travailles. Ça doit être simple le matin. Tout ça, essayer de garder son énergie mentale au maximum pour le moment où on va travailler. Le fait du coup de réduire notre temps sur nos téléphones, notre temps sur les jeux vidéo, et pas seulement de réduire le temps qu'on passe à jouer aux jeux vidéo, ou pas seulement réduire le temps qu'on passe à être sur son téléphone, mais réduire la plage horaire où c'est possible pour nous d'aller sur notre téléphone. Là, je te parle, il est à peu près 17h, j'ai ouvert mon téléphone il y a 30 minutes juste pour filmer cette vidéo en fait. Je l'ai ouvert il y a 30 minutes juste pour filmer cette vidéo. Et c'est un truc que j'ai remarqué et que beaucoup de gens m'ont dit, c'est que une fois que tu fais ça assez longtemps, tu te rends compte dès que tu allumes ton téléphone que ta concentration baisse. Tu te rends compte que dès que mon téléphone s'allume, je sais que ça sera du travail un peu moins concentré. Rien que le fait qu'il soit allumé, qu'il soit genre dans mon sac, même dans la pièce à côté, fait que je suis un peu moins concentré. Donc voilà, diminue ton téléphone, c'est pour ton bien. Les jeux vidéo, il faut que tu arrêtes complètement. Mais comme je l'ai dit, fais les choses à ta manière. C'est très compliqué pour toi d'arrêter les jeux vidéo complètement, probablement. C'est pour ça que je te dis de te conseiller un peu comme tu conseillerais ta petite sœur ou comme tu conseillerais ton petit frère. D'essayer d'avoir des conseils un peu qui peuvent s'adapter à ta situation. Voilà, on a tous des parcours différents. Moi, les conseils, les trucs que j'applique actuellement, ils sont à des millénaires de ce que tu peux faire. Hein. Quand je dis que c'est important d'avoir une routine, moi, le matin, j'ai une routine telle que je sais comment je vais me raser. Je sais que je vais me raser là, puis ensuite à gauche, puis à droite, puis ensuite la moustache. Genre, tout est paramétré pour que j'ai pas à réfléchir le matin. Je suis à un niveau stratosphérique par rapport à toi, mais c'est pour ça que je te dis de conseiller comme à une amie ou comme à un ami parce que tu vas pouvoir te donner des conseils qui sont adaptés à là où t'en es. Donc voilà, je pense que cette vidéo, c'est une très belle ébauche de comment j'ai réussi ma prépa et comment quels ont été les éléments moteurs au fait que j'aimais les mathématiques, au fait que j'aimais faire des exercices, au fait que j'étais curieux en cours. Et comment ça a fait que mes notes ont progressé extrêmement vite en prépa. Et après d'ailleurs, je parle que de la prépa, mais j'ai la sensation que je progresse encore plus depuis que la prépa est finie. Mais bon, ça j'en parlerai probablement dans une autre vidéo, comment travailler après la prépa quand tu es en école. Voilà, je pense avoir fait une très belle ébauche de comment ça a marché pour moi. Inspire-toi de ce qu'il faut. Et surtout, le point important, c'est mets-toi au défi. N'hésite pas à y aller à fond. Enlève ces excuses de j'y vais pas à fond enlève ces excuses de pas y aller à fond parce qu'on est intelligent mais on n'essaie pas au maximum, parce qu'on veut profiter de la vie, machin, machin. Ne te donne pas d'excuses, sois honnête avec toi-même et mets-toi au défi pendant tes années de prépa.